Alors, faire du Java, j'imagine que c'est pas fun pour tous les gens Beaucoup. qui n'aiment pas faire du Java déjà. Et ensuite, pour beaucoup de gens qui n'aiment pas faire des langages vraiment haut niveau, comme du Java, et des langages beaucoup trop verbeux, Comme du Java. comme du Java ou du C++. Euh, Jazer, c'est du coup un fuzzer qui est, encore une fois, basé sur libfuzzer. Donc on en revient à la discussion de tout à l'heure. Oui, libfuzzer, c'est... C'est le monopole. C'est le Ouais, daron. ouais, en fait, c'est le truc préhistorique qui a été utilisé tellement de fois que bah du coup, il le garde. Et parce que Mhm. aussi, ça sert pas à grand chose de réimplémenter la roue. Elle est Euh... pas mal ça, de réimplémenter la roue. Juste remonter un petit peu, il y a un truc qui m'a Ouais, surpris. Il y a Jazer en mode pro, et du coup je présume payant pour faire du fuzz dans la CI. Mais ça veut dire que Ouais. quoi, qu'on peut faire un produit sur LibFuzzer et le vendre au Ça a pas KLM. l'air d'exister encore. Enfin, ça a Alors, Ok. plus l'air d'exister. alors aussi, mais alors pour l'histoire, Cabin Intelligence, c'est une boîte, c'est des Allemands qui font du fuzzing as a service. Euh, Ils bossent majoritairement avec de l'automotive allemand. Ils ont levé des fonds et tout ça. Et un des leurs plus grosses contributions, c'est Jazer, donc Java, et Jazer.js, qui est du Ok. fuzzing de JavaScript. Et donc, ils ont fait en sorte d'implémenter ce truc-là. C'est vachement cool, c'est de l'open source, etc. Oui, normalement, il y a un truc pro, etc. Mais en fait, le truc pro, ça consiste à faire du fuzzing Le directement dans packaging, leur, quoi. ouais, Ouais. dans leur SaaS. Donc non, c'est plutôt cool. Avant Jazer, c'était pire. Mais genre bien pire. Il y avait des mecs qui avaient fait du AFL, Java, etc. AFL JVM. C'était une espèce de truc dégueulasse. Ça tournait en 2 execs secondes sur un immonde. J'invite personne à subir ça, même mon pire ennemi. Donc vraiment infâme. Ils sont arrivés, ils ont quand même fait les choses vachement bien, etc. Ils ont rajouté, tu vois, on parlait tout à l'heure des détecteurs, genre enfin, un oreille de détection. Quand il y a eu la grosse vulne là en Java, Log4j. exactement, Log4j. Moi, j'avais fait une vidéo sur YouTube en montrant qu'en fait, en faisant du fuzzing de Java, etc., tu la détectais pas, en fait, tu la voyais pas. Et après, entre-temps, ils ont sorti un détecteur spécifique pour détecter du Log4j, ou en tout cas, c'est ce même type de bug. Après, tu peux la loguer dans le sens où tu as une appli qui est censée rien faire, tu ponces les inputs autant que tu peux, et derrière tu mets du sysdig ou tu mets ne serait-ce qu'une gateway réseau qui va dire quand il se passe quelque chose. Ouais, donc tu vois, tu as déjà une connaissance. Alors, une gateway réseau, ça veut dire que tu fais passer ton truc par le réseau. Donc, déjà, c'est en termes d'explit, tu te fais niquer. Enfin, c'est Non, horrible. non, 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 tu le ponces en local jusqu'à ce Ouais. qu'il trigger un call qui passe sur le réseau. Vu que c'est de la Ah CCRF, tu oui. fais juste un truc qui va loguer quelque chose, tu ponces Ouais, ta librairie de mais. log, et dès que tu vois un call qui va parler au réseau, faire des IO file system, ou faire du file read-write, Ouais. non, ou faire de l'émission sur le réseau. Oui, et bah justement, ça, c'est le genre de détecteur qu'eux ont rajouté. Ils ont fait en sorte que si jamais tu as. Alors, je sais pas si tu. Il faudrait mettre du sysdig, il faudrait juste coupler un gros fuzzer avec sysdig pour voir les interactions entre ton applicatif et ton serveur. Ce serait incroyable. Descends dans la doc, Nabi. Je crois qu'ils mettent des choses justement sur. Bah, en Java, du coup, tu peux via la JVM, si tu hook les quelques calls qui vont demander à la JVM de faire les interactions au niveau, en C'est de théorie. mémoire, c'est ça qu'ils ont fait en fait. Ils ont hooké genre de tout ce qui était exec arbitraire de code, etc. dans la JVM et comme ça, si tu arrives à trigger ça, c'est pas mal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc comme avant, c'était de la merde ce qu'on avait en Java, et ben en fait, Jazer a commencé à être intégré dans OSS Fuzz pour faire des libres open source et tout ça. Du coup, Donc, énorme support d'un coup. ouais, bah ouais, donc plutôt très très cool. Et juste pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur tu vois, le fait de faire du fuzzing d'une librairie, etc., et que ça se trouve, elle est là depuis, le bug il est là depuis des années et tout le monde est passé à côté. Il y a aussi des gros biais qu'on peut avoir du style OSS Fuzz. Quand tu vas sur le truc, tu dis ah putain, mais la librairie elle est dans OSS Fuzz, elle est déjà faisée 15 fois. Mais en fait, il faut savoir que OSS Fuzz, c'est Google qui fait tourner des centaines de milliers de serveurs. Mais faut
pas croire que c'est juste une boucle qui va dire ah bah je prends tel projet et après je prends tel projet, après je prends tel projet, etc. Et je me tape tous les fuzzing harness. C'est quand même orienté. Et nous, on a eu le cas là il n'y a pas longtemps. On a un des gars qui a testé de faire du fuzzing d'un projet sur OSS Fuzz, qui était déjà sur OSS Fuzz. Il a juste littéralement repris le truc de OSS Fuzz. Il a lancé le machin, ça a craché quoi. Et le fuzzing harness, il est dedans quoi. Et la vérité, c'est quoi ? C'est juste que, de toute évidence, OSS Fuzz n'est pas passé dessus il y a très longtemps quoi. Il n'y a pas une date de... Ouais, il va y avoir une date de Last Run qui tourne, quand même. Non, même pas. Non, il n'y a rien c'est de pas public de ce côté-là. Non. Ok. Non. Ok. Ils font tourner les trucs. Il y a les mainteneurs qui, à la limite, eux, ils ont peut-être cette info-là, les mainteneurs. Mais le reste du monde n'a pas l'info sur est-ce que... Ok, ouais, non, c'est dommage. Il n'y a pas de raison de le cacher. Le corpus qui est général n'est pas forcément public aussi. Ça, c'est relou. Ouais. Ouais. C'est très relou. Ouais. Donc, mais donc d'un côté, Allez, tu vois... un petit coup de jazzer. Allez, hop, hop, hop. Yes. Sauf si vraiment tu le supportes plus et que tu veux mourir quand t'entends Java. Mais... ça va, non, ça va. J'ai des flashbacks d'une sale mission, mais Petit ça va. PTSD. Parce que t'avais déjà utilisé une fois ? Ouais. Sur du Java Kotlin. Nice. Ouais. Ouais, après, on a trouvé des 0 dev, on était contents quand même. Ouais, mais je referai pas quoi. Putain, merde, faut que je trouve quelqu'un d'autre dans la boîte pour faire du Java Kotlin. Pouah. Damn it. Du coup, j'ai créé un petit projet de test, donc avec un exemple de division comme d'habitude pour pas changer. Donc on a notre public class app qui prend, qui a un main, et on a la fonction divide qui, en fait, elle fait une division et elle check si b égale à 0, ça trouve une erreur. Donc jusque là, rien de particulier. On a un test, du coup, notre harness est là. Alors, je vais d'abord commencer par le pom.xml. C'est très chiant parce que il faut rajouter plein de dépendances et c'est pas forcément écrit un peu partout. Donc il faut rajouter Jazzer JUnit, Jazzer API, Junit Jupyter et JUnit Jupyter API. Ils ont pas fait un package ou un jumbo jar qui te met bien en rajoutant tout d'un coup ? Non, ou Non, du moins j'ai pas réussi à dommage. trouver correctement. C'eût été plaisant. Ouais, et JUnit Jupyter Engine. Donc il y a Engine. tout ça à rajouter. Engine, pardon. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais. Réflexe. Réflexe de mec chiant. On dit chiffré et pas crypté. C'est un peu ça. Non, mais je me fais bisous par un moustique qui me tourne autour, donc c'est l'agressivité qui ressort comme ça. C'est putain, Engine. Du coup, ça a rajouté. Pour du coup réussir à faire tourner le fuzzer. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est les seuls trucs qui m'ont fait un peu chier hier soir. Et réussir à... spécifique, genre à partir d'une version donnée. Non. Après, je suis juste allé télécharger du coup leur dernière release, et je l'ai mise directement à la racine de mon dossier. Bien. Donc on peut le voir ici, le chaser. Donc une fois que ça c'est fait, on fait tac. Il faut que je retrouve les commandes. Non, pardon. Hop, voilà. Normalement si... Ah pardon, ok, parfait. Ouais. Yes. Alors normalement si je fais ça, c'est censé tourner. Ok, ça tourne. Ok, parfait. Alors, du coup, on va expliquer. Du coup, on va utiliser Jazzer, qui est le binaire compilé du fuzzer. Il faut qu'on spécifie, du coup, la class path de notre target. Donc, c'est dans target, classes, et du coup, ce sera là. Et ce sera dans les test classes, pardon, ici. Du coup, on va voir celle-là. Et la target qu'on veut exactement, la classe qu'on veut, c'est le divide fuzz test, donc cette classe là, qui contient du coup notre harness. Et ensuite, encore une fois, il va aller chercher le fuzzer test one input. Pourquoi ? Et maintenant on connaît la réponse par cœur, parce que libfuzzer.
Donc voilà, c'est c'est un setup assez chiant parce que je vous avoue que faire du Java, c'est déjà pas un truc que je fais au quotidien. Donc les archis des projets Java, c'est pas trop mon C'est truc. très vite un maxi enfer à build quand t'as des Ouais. dépendances. Il faut que t'aies le bon JDK, il faut que t'aies les bonnes versions des libres, des sous-libres. Mais Ouais. c'est soit ton IDE, ton package manager le gère proprement, soit si tu reprends un truc sans quelqu'un pour t'onboarder, ça va être du temps de setup. Ouais. C'est Et ça, bah c'est un en peu le fait, même feeling que reprendre un package front-end, mais dont mm, toutes les libres seraient marquées en critique et pas update depuis 2 ans. Ça se fait, hein, ouais. mais c'est chiant. Les warnings d'import, de cross non-support. Ouais, bah en fait, alors ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de faire un peu du step by step de ce qu'il y a ici. C'est un peu bordélique parce que là, tu vois, on a un -CP, donc ça te dit que c'est le class path, mais je fais pas de Java. Qu'est-ce que c'est un class path? Tu vois, c'est ça le truc, tu vois. J'étais là en mode, bon. En vrai. Linux, binary pass, le chemin d'accès au Ouais. binaire, class pass, dans ton Le truc chemin. Java, le chemin Ouais. d'accès à des classes, pour Sauf savoir quelle que, méthode invoquer. Mais bon, sauf que quand t'es un être humain normal, tu vas aller dans le class path, dans le source, et pas dans ta target. Parce que tu te dis pas, il faut d'abord compiler avant d'essayer de lancer ton fuzzer, tu vois. ouais, ou alors tu fais un petit tri avec 2 niveaux de récurrence pour donner la structure sur le file Ouais, system. Tu mais dis ChatGPT, fais-moi le boilerplate pour run, s'il te plaît. bah, le truc, c'est que le dossier target, il existe que si tu fais un Maven clean package ou un Maven compile, je sais plus. Ouais, complètement, mais tu donnes Ouais, une structure ouais, et tu dis, c'est un bout de readme ou en tout cas les 2-3 outils qui sont ouais, c'est stipulés vrai. dedans, il te fait le boilerplate pour les trucs au techno où t'es pas habitué. Ouais, carrément. En vrai, oui. Mais heureusement, parce qu'avant, il fallait lire plein de docs, maintenant tu demandes juste Mm. Quick Win ou pas? En vrai, GPT, Quick Ouais, Win? Quick Win. ouais, non, ouais. Et quand Mais il est du pas coup, content. voilà. J'ai essayé de regarder d'autres tutoriels qui sont déjà disponibles de l'outil. Ça propose de, comme ici en fait, de compiler mon fuzzer avec le geyser standalone.jar. Au final, j'ai pas eu besoin. Donc en fait, il y a potentiellement des cas d'utilisation qui vont être beaucoup plus complexes que notre petit divide by zero, quoi. Euh, Ils entendent quoi par compiler le fuzzer sur Java? C'est genre recompiler Jazzer pour ta version ou c'est Bah, demander à j'imagine que Jazzer de compiler le bytecode je pense que c'est demander à Jazzer de recompiler, ou du moins d'importer Jazzer à l'intérieur de ton binaire compilé final, quoi. Mais je t'avoue, j'ai pas. Parce que Java, tu compiles pas un binaire in fine. Il y a toujours moyen sûrement Ouais. de faire des trucs horribles, mais. Ah, après, c'est peut-être au cas où tu importes pas les dépendances et que tu veux justement avoir ton Jazzer en standalone, et du coup, tu le Possible. link, peut-être. Plus possible en mode fadjar. Ouais, parce que là, si on regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah Waouh. c'est exactement mes tests. Ah bah c'est exactement mes tests avant de réussir à compiler. Ici en fait, ouais, à aucun moment ils disent qu'il faut importer Jazzer dedans. Donc il y a peut-être moyen que oui, il faut compiler avec le point jar pour importer la dépendance. Dis un peu ça, c'est soit tu vas placer Ouais. le jar dans ton. Enfin, ce sous-jar dans tes jars finaux, donc pour faire un fadjar, Ouais. soit tu ajoutes les dépendances pour que ce soit, je vais pas dire inliné, c'est pas le bon mot, mais que les sources soient compilées dedans. Ouais. Soit Ok. tu packs des jars, soit tu builds tous les classes et t'en fais un seul unique. Ok. Et du coup, le run, Le- il dit quoi? Il nous a trouvé quoi comme stack trace? Alors, Quels sont ces doux mots? si on le relance, on le laisse tourner un peu. Ah bah, en vrai, il le trouve assez vite. Illegal argument tac. Si on va là, Ligne 13. c'est exactement celle-là. Donc il a bel et bien. Ah non, on a trouvé autre chose là. Wait. Bah non, il a troll. Il a ce rôle illégal. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a trop l'erreur qu'on Mais ce qui est avait rigolo, c'est que du coup, la division par 0, Java le considère comme illégal argument. là. The B input must be supérieur à 0. Non, c'est en gros. What? Est-ce que la fonction elle est où? C'est une division Ouais, c'est la naturelle? divide. Hop. Non, c'est parce que Ok. ChatGPT m'a généré un truc qui trop l'illegal argument exception. Ah oui, du coup, il y a déjà une Ouais. protection En anti-division par vrai, 0.
peux l'enlever et voir ce que ça donne. Ça va catch la division par 0, du coup. Ouais. Enfin, la théorie voudrait que... Oui. Wow. Tac, tac, tac. Oh, voilà. Arithmetic Arithmetic. exception. Ouais, Voilà. nickel. By 0. Divide by 0. Donc, encore une fois, c'est le même. On voit qu'il y a les hooks de Chaser qui pop. Et après, c'est l'interface classique de LeapFuzzer qu'on a. Tiens, remonte d'ailleurs, Nabi. Dans Ouais. les hooks, tu vois, c'est ce qu'on disait. Tiens, regarde, il met OS Pardon. Common Injection, Reflective Call, Redux Ah, Injection, excellent, etc. le Hildap Injection, là. Voilà, donc tu vois, ça Waouh, le c'est, hit 70 hooks. Ouais, donc en fait, tu vois, ça c'est justement toutes les choses qu'on disait où en fait ils ont, tu vois, server-side request forgery, etc., script engine injection. Tous ces Mais du trucs-là, coup, ça c'est veut des, dire qu'on est dépendant de ce qui a été instrumenté déjà. Il y a moins qu'on puisse soit créer nos probes, soit avoir une probe suffisamment générique. Mm. Je sais pas, quand je fais du ouais. fuzzing, moi j'aime bien pouvoir dire log tout et soit ce qui revient en trop grand nombre, soit ce que je whitelist volontairement, on l'ignore. Mais si il faut instrumenter volontairement au cas par cas, forcément on ne sait pas encore, on ignore ce qu'on ignore, quoi. Bah, là, en gros, ouais, ils simplifient vachement le boulot parce qu'en gros, ils font ça, c'est leur propre sanitizer, quoi. C'est leur propre truc de détection en mode, bah écoute, et ça, tu peux le désactiver de mémoire. Si tu as envie de, je sais pas, de désactiver la OS Common Injection, tu peux le faire. Hein. Il y a un flag, je sais plus où, qui permet de le faire. Mais en effet, c'est le code applicatif un peu haut niveau qui est intéressant. C'est ce que je trouve qui me manque potentiellement ce qui est sur les vraiment autres. pas mal, ouais, ce qui est vraiment pas mal là-dessus, c'est que normalement tous ces trucs-là, c'est chiant de détecter ça parce que c'est c'est du bug logique techniquement et ouais, de l'injection de code, etc. Donc tu as besoin de comprendre l'output du truc qui a été fait. Et là, pour le coup, ils te le fournissent direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que je veux dire, c'est que pas mal de boulot. Tu vois, à mon sens, c'est quand même dommage que la détection soit... Enfin, bien et dommage, c'est un trade-off. Hein. Là, on a la détection in-app, donc c'est cool, on sait exactement ce qui va trigger, quelle fonction, quelle trace, mais il y a forcément des cas qui n'ont pas été prévus, du genre tu vas faire du spell qui va lui-même invoquer un objet qui va être un lecteur. Bah, si t'as pas pensé à ce que le code auto-généré soit aussi hooké à la volée, qu'est-ce qui se passe? Tu compiles du bytecode, qu'est-ce qui se passe Ouais, pour ça, quand t'as un truc qui regarde les 6 calls, regarde les 6 calls. Ça te dira toujours. Oui. Et ça, c'est sympa. Ok. Jazer fonctionnel. Après, il faut vraiment que je teste plus parce que entre ces là et c'est fonctionnel pour une fonction ou deux qu'on fuzz et arriver à l'invoquer dans une appli vraiment complexe, je pense qu'il y a un gros gap des fois. Ouais, je pense que là, c'est un peu plus... Là, c'est simple parce que j'ai essayé de le mettre sur une app qui avait du Bazel. J'ai galéré parce que je me suis dit, je prends une app un peu random avec un bug déjà connu et juste j'essaie de taper un parseur un peu à la con. J'ai galéré, le setup était un peu complexe, donc j'ai laissé tomber et je me suis dit, je vais repartir d'un dossier Java que je crée à la main et on voit ce que ça donne. Et ça allait un peu plus vite du coup. Des fois, pour des trucs, dans certains cas, ce qu'on fait quand par exemple tu regardes le projet global et tu vois qu'il y a vraiment une fonction qui fait du parsing qui peut être intéressant à faire. Tu la copie-colle. On la copie-colle. Oui, non, mais on sera toujours plus rapide d'extraire, mais des fois, t'aimerais bien voir ce qui se passe avec tout le contexte des objets courants. Ouais, mais par contre, tu vois, des fois, ça peut être aussi intéressant pour les gens qui font pas forcément du fuzzing tout le temps, mais de garder en tête que justement, tu peux copier-coller une fonction qui va peut-être faire du parsing. Genre, si tu veux bypasser du parsing, tu copie-colles la fonction, tu files ça à un fuzzer, il va te générer des inputs, et donc techniquement, il va atteindre un certain coverage sur ce truc-là, et en fait, il te génère des inputs valides. Que toi, littéralement ce qu'on a fait avec Zeger. Exactement. Littéralement le début de stream. On se passe un petit peu de temps sur les reproductions de N-Day, sur des cas un peu concrets. Ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. On a mis ça au planning, hein, si on essaie de... Yes. Est-ce que tu as une idée d'une target? Vous m'aviez parlé, vous, de bugs que vous vouliez couvrir?
Sinon, on peut. Je sais pas trop. Attends, laisse-moi juste regarder côté Memo Sync Love Share. On peut faire un truc assez simple. On avait qui parlé est, de Beautiful Soup, on avait parlé, bon, Golankijan on a Ouais. fait, on avait parlé du email defuzzing. Ah oui, email URI, Patrick. Python, Iceris. Ça, c'est moi qui l'avais mis, ouais. Ok. C'est du defuzzing. Je pense que le setup prendra un peu plus de Tiens, temps. regarde, ouais, tout en bas, Other. Tiens, on a qu'à faire du Python. Bouge pas, je recasse ton écran. Yes. Dans les trophies, on a mis quoi tout en bas? Bah, tu vois, IDNA qu'on Faut que avait tu zoomes un peu déjà plus. faisait. Faut que tu zoomes un peu plus. IDNA qu'on avait déjà faisait. Daytutive Tu aussi. peux zoomer encore un peu plus. Vraiment. Ok. Ça, c'est les. C'est quelques bugs répertoriés sur le site de Fuzzing Labs. Du coup, qu'on a report sur GitHub. Descends dans Other. Oh, sinon j'ai une petite idée. Il y a un mode librairie pour bypass URL parser. Si c'est en Python, ça se ajoute normalement relativement facilement. Ouais. Et c'est juste là pour. Il y a un doc-opt au début et c'est là pour fuzzer une URL. Donc je sais pas à quel point ça s'applique. Vraiment? Vas-y, on peut. Et ben. Tu m'envoies le lien. Par contre, clairement, c'est JTOF qui utilise en lib et qui gère le support de ça. Moi, je mets ça dans le chat à l'instant. Moi, j'utilise plus en CLI. Mais si vous me trouvez des bugs là-dessus, les gars, moi je dis beau jeu. Hein. Eh bah, écoute, c'est du Python. Non, tu peux le pipx et CTRL F. Library, il y a un lib sample usage qui, en théorie, est encore fonctionnel. Tu l'as mis où Dans le chat Twitch. Pour c'est qu'on ait la timeline des liens. Bah oui. Et oui. On uniformise tout ça. Autant que possible. Alors. Tac. Qu'est-ce qu'on a comme fonction? Bah, du coup, on a le init. Tu peux zoomer un peu, mais sinon, vraiment, il y a un mode librairie. Dans t'as un fichier qui s'appelle lib sample usage. Ouais. Et je pense que ça, pour le harness, ça peut te mettre bien. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce qu'il faut que je rezoome un cran? Là, ça va, mais pas moins. Ouais, je vais laisser comme ça. Hop. T'as un exemple de code en mode librairie? Lib sample usage.py. Putain, excuse-moi. Export. Pas de souci. Run. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend des targets URL. Il prend un array d'URL, ouais. Ouais. Et c'est tout. Ok. Mais je pense que ça peut être sympa d'essayer d'en instancier plein. Attends, il y a... J'ai peur en fait que chaque run fasse tellement d'actions côté réseau que... Ouais. Si tu lances sur une URL en juste slash, ça va déjà tester plein de headers, plein de... Bah, je pense que c'est pour ça que... On pourrait faire un exit early ou un truc comme ça. Attends, on peut faire un truc qui est... Ah, si t'arrives à faire la fonction qui fait le run curl, tu vas peut-être pouvoir trouver, si on s'est merdé, des injections de commandes, et ce serait beau. Moi, je te propose, on fait un truc, c'est... Ouais. On fait hop. Oui, c'est ça. Et on grep def point étoile. Point étoile. 2 points. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est... Alors c'est bien parce que maintenant c'est un peu typé le Python. Je vais mettre ça dans un fichier parce que sinon... Après c'est toi qui l'as codé là, local, non? Ouais. Enfin en partie. Enfin moite avec JTOF. T'as une fonction de parsing dedans? Pour moi, quand on crée un objet, ça va faire la partie parsing. T'as une fonction par contre qui en fonction de tous les paramètres donnés en command line va générer la commande curl. Et ça pourrait être sympa de voir quand ça les run, quand ça fait les pop-ups, s'il n'y en a pas une qui a des arguments, gestion d'arguments, le truc contrôlé. Mais pour le coup, sans faire un détecteur... Ouais, ça va être chaud. Ouais, non, c'est pas juste un parseur. Ouais. Ok.
Ok. Et t'as Sinon- beaucoup de self, du coup, taper ouais, les fonctions comme Là, ça il faudra toute seule. forcément faire un objet. Ouais, Ouais. c'est pour ça que je posais les questions pour la partie. Class bypasser, curl Rel- item, Sinon, vous voulez pas pose. faire la partie. Je l'ai reperdu, super. Je l'ai retrouvé. Beautiful Soup. Le DOS Beautiful Soup que Ouais, vous avez trouvé. beautiful. Moi, il m'avait Ouais. hypé celui-là quand vous m'en aviez parlé. Donc, Yes, est-ce que. Bah attends, je vais rouvrir le HMD de mon côté. c'est vraiment Python Beautiful Soup DOS qu'on avait noté. Ouais. Bon, en plus, j'avais mis une CVE assez récente. Tac. Qu'est-ce que c'était du coup? Ah, yes, mais c'est pas triggerable avec du fuzzing. Vous l'aviez Euh, trouvé via quoi? Non, ça c'était juste, je répertoriais un peu les vulnes que je trouvais, et du coup je l'avais mis. Mais en gros, Zoom un peu plus. yes, hop. Please. Yes. Peut-être même encore un cran. En gros, avec ce crawler-là, si un attaqueur a le contrôle du contenu de X lien qui est récupéré du coup par le bout de code, il peut placer un code HTML malicieux à l'intérieur. Et le crawler va télécharger ce fichier. Tac. Ok. Ah, il bypass de sandbox de FileWrite. Ouais. Qui écrit un peu n'importe où. Voilà. Mais ça, c'est pas triggerable avec du fuzzing. Bon. Mais du coup, pourquoi elle était là? Je sais plus. J'ai juste dû. En fait, quand je Parce qu'on a fait répertoriais, du j'ai dû le fuzzing de mettre. Beautiful Soup, mais c'était pas cette Ouais. vulne-là en particulier. Mais on peut montrer comment on fait du fuzzing de Beautiful Soup, hein. En plus c'est pété. Ouais. Après, autrement, tu veux pas qu'on monte plutôt du diffusing sur deux implèmes de parseur d'email, par exemple? Bon. Si vous avez le temps, 10 minutes, oui. Après, moi, je vais devoir filer vers 40-ish, donc ça me semble chaud. Ouais, À la rigueur, 10 si minutes, vous avez des articles que vous avez déjà fait, préparés, et vous les passez dessus pour montrer la partie un peu Hall of Fame, ça peut. Bah, autrement, Nabi montre. Elle a été faite en vidéo, celle-là. Donc, tu peux montrer directement sur la vidéo YouTube de diffusing à quoi ressemble le fuzzing harness et tout ça. Sans qu'on ait forcément à le Ça lancer. peut. Ouais, c'est celle-là. Oh, il y a les cours qui sont bien faits. Et Excusez-moi, oui. vous seriez pas utilisateur de Podia par hasard? Exactement. Alors. Donc ouais, vas-y si tu descends. Donc là en gros pour l'histoire, ouais, je faisais du fuzzing avec Etheris et j'avais faisais un truc qui s'appelle Validator qui valide plein de trucs mais dont des emails. Donc j'avais commencé à faire du fuzzing là-dessus parce que c'est un format assez facile. Et après tu as un autre projet qui s'appelle Email Validator. Et après je m'étais dit ok, est-ce qu'ils valident la même chose les deux? Est-ce qu'ils considèrent qu'un email va est-ce qu'il va être valide d'un côté ou de l'autre? Donc après, quand on regarde donc vas-y, rezoome un petit peu. Là, quand tu regardes le import Atheris 6, et tu vois, tu fais un from email validator, validate email, et après email not valid avec l'erreur. Et après import validators, on a le test one input, donc notre fuzz harness. Avec Atheris, on fait un fuzz data provider input byte, donc on récupère les bytes, on le met dedans, on dit qu'on veut une string de taille 25 maximum, qui va nous générer une string qui est l'email. Et après cet email, je le filais à donc valid2 qui est validators.email et je lui fournis le truc. Donc on a valid2. C'est sympa les acronymes quand même. Ouais. Donc on a valid2 et après je faisais un try de valid email, donc qui est l'autre librairie avec le même email. On a valide et après je regarde si valid2, donc le premier cas c'était false. Bon, je faisais des prints etc. et je raise une exception parce que ça veut dire que là on est encore dans le try catch. On n'a pas accept avant line 51. Si 51 le valide il est faux, ça accept
Et donc, en fait, on n'est jamais dans le cas. Donc, si on est dans le cas de la ligne 54, le valide 2 égale false. Soit tu pètes le fuzzer, soit tu pètes la différence interfuzzer. Ouais, exactement. Donc, si jamais il y en a un qui dit que c'est true et l'autre qui dit que c'est false, c'est moi-même qui raise une exception et je dis, en fait, là, il y a un problème. Et dans l'autre cas, dans le accept, en fait, c'est le cas inverse, c'est le deuxième, le valide égal, le email validator, email underscore validator, il a dit que c'était pas bon, alors que if valide 2 égale true, d'une 63, lui il dit que c'est true. Et donc là, dans ce cas-là, on est dans le cas inverse. Et donc là, c'est pareil, c'est toi-même qui trigger les crashs. Enfin, c'est toi qui définis c'est quoi ton critère. Et donc ça, après, quand tu fais tourner ce truc-là, de mémoire, alors il faudrait regarder la vidéo. Je me souviens plus si ça trigger des bugs, mais il y a des chances. Ouais, sûrement quelques petits diffs. Après, est-ce qu'ils sont exploitables? Est-ce qu'il y a des codes flow comme ça dans des applications où tu as justement les deux paramètres utilisés en successif? Ce qui se passe, c'est de mémoire. Alors, le principal problème quand tu fais du diffusing comme ça, c'est est-ce que les deux librairies implémentent bien exactement les mêmes RFC? Et ça, c'est un problème que tu as notamment. Parce qu'il y en a une qui a été rendue caduque par une plus récente, tu sais pas si elle est juste pas à jour ou si vraiment elle est dissonante. Et tu as la même chose sur du XML, est-ce que c'est XML version 1.3 ou 1. Je sais pas quoi, etc. Et tu as souvent des erreurs comme ça. Là, par contre, le truc un peu plus rigolo, c'est que tu vois, là, il y avait. Donc, ça, c'est un autre bug qui avait été trigger dans un des trucs. Et en fait, c'est un Unicode encode erreur. Donc là, pour le coup, c'est un crash c'est un DOS de setlib, de toute évidence. Parce que là, c'est une unhandle exception de la part de email. Je sais même pas si je l'ai reporté. Ça me donne vraiment envie de chercher des endroits où t'as des crashs qui pourraient être unhandled, mais juste pour démarrer un process, faire laisser des fichiers sur le file system ou faire en sorte que tu as une méthode de fallback qui donne plus d'accès que si ça avait fonctionné. Cette espèce de privesque par DOS, justement. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des trucs très sympas, des scénarios. On parle de ça avec qui la dernière fois? Je sais plus. Typiquement, tu fais ça, tu le DOS à fond et ça peut être une primitive pour faire des race conditions. Donc, tu peux réussir à slow down le truc, etc. Mais après, de temps en temps aussi, alors typiquement sur ce genre de truc, tu peux aussi avoir des mécanismes qui font que si jamais des behaviors du style, si le serveur il est un peu overload, alors il va faire un peu moins de check que d'habitude pour essayer d'alléger son truc, tu vois. Donc ça arrive aussi. Donc, ouais. Ah what? T'as vraiment déjà vu ça, les trucs genre si le serveur est trop chargé, il va faire moins de sécurité? Ouais. Waouh. J'ai vu ça. C'est beau et honteux à la fois. À la rigueur, tu vois, pour un gros WAF qui se met à checker de 1000 bytes à 100 bytes, admettons. C'est discutable, mais admettons. Mais vraiment des trucs qui se disable quand tu le charges. Bienvenue dans le monde merveilleux des télécoms. Ouais, mais super. Voilà. Ouais. On a eu un client qui faisait de l'asynchrone avec des slips précalculés. Quel est le problème? J'ai les mêmes dans mon code. De quoi tu parles? Donc problème, en fait, écoutez, il prend la taille de ce qu'il va envoyer à process et il te précalcule un temps moyen de processing et ensuite il slip. Ouais. Parce que c'est de l'asynchrone. C'est de l'asynchrone, c'est censé être. Je pensais qu'on parlait de requêtes qui étaient envoyées avec un slip le temps qu'il se passe des choses. On parle vraiment de. Je fais une heuristique pour savoir combien de temps ça va compute pour lancer le truc, slip et pull le résultat tous les je sais pas combien de temps. Ouais. En fait, il envoie ça à un autre process qui est censé, via RPC, qui est censé justement faire ça. Et vu que en fait c'est codé n'importe comment. En fait, le premier truc, il envoie, et au lieu d'attendre une réponse, et de faire un truc asynchrone ou quoi, proprement, juste, il envoie, et il slip. Il slip tout le process, genre tout le serveur slip. Ouais. C'est là en mode, mais vous êtes censé avoir un truc un peu rapide, non? Ils font, ouais, on est censé avoir 4000 execs secondes. Pour l'instant, on en a 4 toutes les 10 secondes.
Non, mais c'est pas grave. Jamais trop tard pour redécouvrir la synchrone ou pour. En soi, c'est pas déconnant en termes de ressources. Tu fais une espèce d'exponential back-off polling. Écoutez, Ouais, c'est un design discutable, mais un design cependant. Tu fais l'avocat du diable là. Oui, complètement. Mais des fois, une petite rustine en vrai quand t'as. C'était les clients qui font quoi déjà? Des trucs sensibles. Faites attention, des fois il y a des gens qui se reconnaissent dans le code et du coup. Tu peux avoir des... Non, no joke, tu veux, des fois. Je suis déjà tombé dans le ravin de discuter trop vite d'une trouvaille. Maintenant je prends mon temps. Hop, je vais mettre ça dans le lien pour les gens qui voudraient du coup voir un peu ce que ça fait du defuzzing. Ouais, du defuzzing et du coup. Bah écoutez, n'hésitez pas sur la plateforme, il y a vraiment des trucs qui sont déjà gratuits de base. Tu veux que je remonte ton écran? Non, t'inquiète. Si on peut. Bah, en vrai, vous nous avez régalé pendant 2 épisodes. Si vous voulez montrer un petit peu le flex corporate, ça fait partie du jeu. Je vous le répète, c'était des épisodes non sponsorisés, c'était juste faire une espèce de petit masterclass sur tous les petites techniques de fuzzing, tous les langages. Il y aurait encore énormément à dire sur le black box, sur l'instrumentation. Je suis sûr que vous utilisez un peu Frida? Ouais, un petit peu. J'ai pas beaucoup utilisé, mais oui. Mobile only ou pas que? Bah, non, pas que. J'en ai fait un peu, mais ouais, pas que. Mais ou sur du browser aussi. Ouais, c'est pareil. Ok. Ouais, mais ouais, sur du mobile, là, on a pas mal de. On a pas mal de projets là qui arrivent et pas mal de recherches, et notamment sur du fuzzing d'app Android. Clairement, Frida sera de la partie. Donc ouais, non, ça, il y a des trucs assez cool. Frida en mode AFL Frida, enfin AFL plus Frida, et après, clairement, si vous voulez. C'est quoi, c'est ta Frida qui utilise AFL pour. Non, c'est l'inverse. Attends, non. C'est AFL qui utilise. Qui va injecter Frida. Ouais, c'est ça. Qui injecte Frida et qui utilise Frida pour l'avoir pour hooker ta fonction. Mais c'est AFL, c'est pas avec objection et tout? On parle injection versus compilation. Bah, je sais pas, pour moi. Attends, je vais en face cam. Pour moi, il y avait Frida que tu utilises soit en dépackant, repackant des applis, mais du coup, tu le push genre load time, Smally ou bytecode Java ou autre. Ouais. Mais après, il y a aussi. Bah, tu l'injectes. Tu l'injectes dans le process en fait. Soit via ptrace, soit en unpackant, repackant l'appli, mais il doit y avoir en effet moyen de, sans unpacker, repacker, juste le compiler proprement ou dans le code source, quoi, si tu l'as. Non, mais t'as même pas besoin de recompiler en fait. Normalement, t'injectes. En fait, quand t'injectes Frida, c'est sous-entendu, tu injectes. T'injectes Frida et V8 à l'intérieur de ta target dans ton process. Oui, mais tu peux soit. Enfin, oui. Mais soit on injecte à base de ptrace, vraiment tu le débugs, tu l'injectes, tu le déroutes, machin. Soit tu unpack, repack l'application en ayant rajouté du bytecode précompilé pour juste que ça chope et que ça le load au bout de l'appli et que ça attende que tu te poules dessus. Mais je me demande justement s'il n'y a pas moyen, pour éviter d'aller hooker les trucs en dynamique, de directement via Clang, GCC, autres, pour des trucs en plus low level, directement demander de mettre. Sur de la lib native, oui, bien sûr. Ouais. Sur de la ligne native, mais pas sur. Ouais, ça dépend. Oui, ça dépend. Mais je parle vraiment au compile time, pas au run time, faire de l'instrumentation. Je parle vraiment au compile time, forcer le. Bah, au compile time, t'as pas besoin de te faire chier avec Frida en fait, dans ce cas-là. C'est très pertinent. C'est très pertinent. Ouais. Sur cette claque de réalité. Je pense qu'on va pouvoir se laisser. En tout cas, merci encore. J'ai plus de filtre, là, c'est l'heure d'aller au dodo. Tout pareil. De toute façon, il fait trop chaud pour travailler, on l'avait dit. Trop. Merci encore à vous deux d'être passés. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin? Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi et merci à vous tous. Yep. Merci viewers. On se retrouve d'ici pour le coup quelques semaines, je pense. Petit break d'où de toute façon il fait beaucoup trop chaud pour faire des choses. Kiffez bien, c'est de bonnes vacances. Et on se voit en septembre pour plein de choses. Non, en vrai, il y a des petits announcements qui vont arriver, plein de trucs chouettes normalement. On se redit ça. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. Bye. Salut. Et merci encore les gars.